La relativité. Ce que personne ne semble savoir. Bonjour, nous allons vous parler de ce qui n'est jamais dit à propos de la relativité d'Albert Einstein. Nous nous adressons à des personnes qui connaissent déjà la relativité restreinte et la relativité générale. Si ce n'est pas le cas, nous vous recommandons de commencer par les étudier. Il y a sur YouTube des vidéos de vulgarisation, abordables, sur ces sujets. De même, cette vidéo est abordable pour tous ceux qui s'intéressent un peu à la physique. Ces informations ne sont pas nouvelles, puisque c'est Albert Einstein lui-même qui les a écrites. Elles nous ont amenés à formuler une hypothèse très simple qui pourrait se vérifier avec des expériences. Simples elles aussi mais nécessitant des satellites ou la Station spatiale internationale. L'idéal serait que des physiciens aient connaissance de cette hypothèse et réalisent des expériences pour la vérifier. Ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse très simple et inspirée directement des écrits d'Albert Einstein. Voilà ce dont personne ne parle. En 1905, Albert Einstein, dès le début de son article fondateur de la relativité dite restreinte, émet deux objections importantes. Ces objections concernent ces deux postulats fondamentaux. La théorie a connu un tel succès que ces objections ont été oubliées. En 1907, une idée heureuse lui ouvre la voie de la relativité générale. Il généralise la relativité inertielle de Galilée au référentiel en chute libre dans un champ gravitationnel. La chute libre décrit une courbe, mais un observateur en chute libre ne ressent aucun effet d'accélération, il a l'impression d'être en ligne droite. Cette information pourrait présenter de l'intérêt pour la façon de comprendre la relativité générale. Saviez-vous qu'Albert Einstein, après avoir publié la relativité générale, en 1916, a pris conscience que les ondes gravitationnelles avaient besoin d'un support? L'éther. Pas celui du XIXe siècle immobile au milieu des étoiles fixes, mais un médium remplissant l'univers avec un mouvement qui ne pouvait être déterminé. Parmi toutes les théories d'Albert Einstein, seule la relativité a provoqué des polémiques violentes et hostiles. On peut en déduire qu'il ne s'agissait pas de haine ou d'antisémitisme, sauf pour certaines personnes, évidemment, mais que la majorité des physiciens refusaient cette théorie par conviction. Avec le temps, les opinions se sont inversées et cette théorie, complétée avantageusement par la relativité générale, a triomphé. L'accusation de plagiat est infondée. Lorentz et Poincaré sont restés attachés à l'idée de l'existence d'un support pour les ondes électromagnétiques. Ils n'ont pas envisagé que la vitesse de la lumière était une constante universelle partout dans tous les référentiels en mouvement quel que soit leur mouvement. Avant d'aller plus loin, faisons un rappel de la situation de la physique au XIXe siècle. James Clerk Maxwell reprend les travaux de Gauss, Faraday, Thomson, qui deviendra alors Kelvin, Ampère et quelques autres, et les assemble en 20 équations qui seront par la suite réduites à 4. Les lois de l'électromagnétisme. La force de Lorentz complète les équations de l'électromagnétisme. Dans les matériaux dits linéaires, le champ magnétique B et le champ d'excitation magnétique H sont reliés par l'équation B égale μH où μ est la perméabilité magnétique du matériau. La permittivité d'un matériau epsilon mesure la capacité de polarisation électrique des molécules. Plus elle est faible, plus le matériau est isolant et plus la vitesse des ondes augmente. Si le vide était un isolant parfait, la vitesse des ondes électromagnétiques devrait y être infinie. Maxwell calcule la vitesse des ondes électromagnétiques à partir de la formule C égale 1 sur racine carrée d'epsilon 0 mu 0. Et trouve 310 740 km par seconde, ce qui l'amènera à s'intéresser à la lumière et à découvrir que c'est une onde électromagnétique. L'éther luminifère du XIXe siècle est considéré comme rigide, immobile et centré sur le Soleil. À l'époque, le Soleil était considéré immobile comme toutes les étoiles fixes. Les galaxies ne seront découvertes qu'au XXe siècle, vers 1920 par Edwin Hubble. L'éther luminifère du XIXe siècle était le référentiel de l'univers.
Ce fut l'erreur fatale. Michelson et Morley ont cherché à mettre en évidence le mouvement de la Terre. Ils ont bien trouvé un mouvement, mais ce mouvement était trop faible et pas dans la bonne direction. Dayton Miller répétera les expériences en 1925. Il trouvera un vent de 8 km par seconde, pas de 30. Ce fut un échec. C'était inévitable. Il n'y a pas de référentiel de référence. Oliver Eviside, autodidacte, a étudié les 20 équations de Maxwell et les a ramenées à 4. Il s'intéresse à la déformation du champ électrique d'un électron en mouvement et va trouver que ce champ sphérique au repos se contracte en fonction de la vitesse suivant l'axe du mouvement et devient un ellipsoïde. Georges Frédéric Charles Searle poursuivra ses travaux et trouvera le facteur de contraction racine de 1-V sur C. Woldemar Voigt développe une théorie avec un éther lumineux et publie en 1903 des formules qui ressemblent aux transformées de Lorentz. Lorentz dira en 1909, l'idée de la transformation aurait pu être empruntée à Voigt. Les transformations de Lorentz Poincaré. Pour compenser le fait que la vitesse de la Terre n'est pas additive avec celle de la lumière, Lorentz considère que la matière se contracte avec la vitesse comme le champ électrique de l'électron, ce qui annule la loi d'additivité des vitesses. Il écrira plus tard, ce furent ces considérations publiées par moi en 1904 qui donnèrent lieu à Poincaré d'écrire son mémoire sur la dynamique de l'électron, dans lequel il a attaché mon nom à la transformation dont je viens de parler. Je n'ai pas indiqué la transformation qui convient le mieux. Cela a été fait par Poincaré et ensuite par messieurs Einstein et Minkowski. 1905, l'année merveilleuse. Les travaux d'Hercule, d'Albert Einstein. Avec la mise en équation de l'effet voltaïque, la production d'électricité à partir de la lumière, il reprend les corpuscules que Newton utilisait pour expliquer les phénomènes lumineux et les dote d'une énergie égale à la constante de Planck, le quantum d'action, multiplié par la fréquence de l'onde lumineuse. Ce faisant, il inaugure un nouveau domaine de recherche, la mécanique quantique. Max Planck ne peut qu'admirer ce jeune homme et Einstein pense ainsi pouvoir se débarrasser de l'éther avec un corpuscule de lumière qui sera ensuite appelé photon. Vous noterez que parmi ces 5 publications en y incluant sa thèse en 1906, toute remarquable, seule la relativité fut attaquée par les physiciens. Des ondes sans support leur paraissaient impossibles. Albert Einstein, dans son article de 1905 de l'électrodynamique des corps en mouvement, part de 2 postulats. 1. Dans le cas de l'influence mutuelle d'un aimant et d'un conducteur. Le phénomène dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur et de l'aimant. Que ce soit l'aimant ou le conducteur qu'on déplace, pour une vitesse donnée, le résultat est le même. C'est le principe de relativité. La relativité de Galilée s'applique aux phénomènes électromagnétiques. Mais il fait remarquer que les équations de Maxwell conduisent à une asymétrie qui ne s'accorde pas avec les phénomènes observés. Elle distingue les 2 cas, une équation différente pour chaque cas. Les équations de Maxwell sont des équations qui n'ont jamais été remises en cause. Elle distingue si le référentiel de l'observateur est associé à la bobine ou à l'aimant. À l'époque, le phénomène qui met en œuvre un écart imperceptible tant la vitesse de l'aimant ou de la bobine est insignifiant à côté de celle de la lumière ne pouvait effectivement pas être détecté. Deuxième postulat, nous introduisons un autre postulat qui au premier regard est incompatible avec le premier, que la lumière se propage dans l'espace vide, à une vitesse v indépendante de l'état de mouvement du corps émetteur. Il sera démontré que l'introduction d'un éther luminifère est superflue. Nous n'introduirons pas des espaces au repos. Albert Einstein ne cherche pas à occulter les difficultés, il les souligne. Le premier postulat contredit les équations de l'électrodynamique. Le second postulat contredit le premier. Et oui, tout est relatif. Sauf la vitesse de la lumière. Merci de votre attention. Pour en savoir plus, vous pouvez commander le livre
The Ether of Albert Einstein aux éditions BOD.